bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Frédérique Hoffmann, je suis correspondante de Handelsblatt ici à Paris et nous allons discuter une question qui est à la fois économique, stratégique et politique. Peut-on espérer aujourd'hui un véritable rebond industriel? La France a connu un recul industriel profond. Les chiffres sont vraiment choquants. La part d'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée est passée d'environ 16% au début des années 2000 à près de 10% aujourd'hui. Mais il y a aussi des signes de mouvement. Sur le terrain, des projets industriels très concrets se développent, à Dunkerque avec la valide à batterie, par exemple, à Marseille autour de l'énergie et des infrastructures, et dans les nouvelles implantations dans le territoire. Alors j'espère qu'avec ce panel, on peut aussi pas que identifier les blocages, mais surtout clarifier ce qu'il faut pour transformer ces signaux de véritables rebonds industriels. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Imovan, c'est le président du conseil d'administration d'Urano, Olivier Scalabre, qui est le directeur général de BCG France, Émilie Piette, la présidente de RTE, le réseau de transport d'électricité, Philippe Pascal, le président directeur général du groupe ADP, Philippe Maillard, le directeur général d'APAV, et Henrik Stisdal, qui est le fondateur de Stisdal AS et le pionnier de l'éolien moderne au Danemark. Bienvenue à tous. Et avant d'entrer dans le débat avec nos intervenants, je me tourne maintenant vers Helmut Moutz. Vous êtes président de l'université PSL, professeur d'économie et membre du cercle des économistes. Et vous avez beaucoup travaillé sur la mondialisation, les relocalisations et les chaînes de valeur. Alors, pour nous donner un peu le cadre de la discussion, où en est-on aujourd'hui en Europe en matière de réindustrialisation et quels sont nos points de fragilité? Merci beaucoup, très heureux d'être parmi vous. Comme il fait très chaud, je vais un peu provoquer 3 questions. D'abord, où en est l'industrie, mais est-ce que on réindustrialise vraiment? Deuxièmement, est-ce qu'on mesure bien la désindustrialisation? Est-ce qu'on n'oublie pas des choses? Et troisièmement, dans quel monde on réfléchit à la réindustrialisation? Moi, j'ai l'impression qu'on réfléchit encore avec les yeux de l'ancien monde. Voilà, donc c'est ça que je voudrais vous poser comme 3 questions. Alors évidemment, et vous l'avez dit Frédéric, la désindustrialisation, c'est un processus qui concerne tous les pays de l'OCDE. On est à peu près au niveau OCDE à 23% de l'emploi manufacturier. Si on définit l'industrie comme la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total, c'est 23% au niveau européen, au niveau OCDE. Ça c'était en 1970. Aujourd'hui on est à peu près à 12% en 2023 en moyenne au CDE. Donc quand on regarde la France, on n'est pas très inquiet puisqu'on est à 10% à peu près, voilà, 10% du PIB. On était à 17% en 95 du PIB, d'accord? Et si je regarde l'Allemagne, l'Allemagne fait mieux toujours. Alors, sauf au football où elle n'a pas gagné à la fin, heureusement pour nous, mais en général c'est 20%, voilà, la valeur ajoutée en 2024. Elle recule, l'industrie manufacturière recule, mais beaucoup moins qu'en France. La spécialisation allemande, c'est toujours est préservée, mais elle est fragilisée, l'énergie. Et la Chine et l'automobile de la Chine est en train de faire mal à l'Allemagne. Bon, ça c'est, je vous parle un petit peu à vous. On va parler de ça. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau américain, on est à 11% du PIB. Voilà, malgré tous les efforts qui ont été faits, beaucoup d'argent mis sur la table pour réindustrialiser. L'emploi manufacturier est passé de 13% en 2000 à moins de 10% en 2022 et on est à 8% de l'emploi total en 2024. C'est encore pire, disons, malgré, encore une fois, des milliards de dollars mis sur la table, pas seulement depuis l'arrivée de Trump, mais avant, sous Biden et sous Obama. Donc on a une désindustrialisation de l'emploi, mais là, les États-Unis se distinguent par un maintien de fortes niches et de domination technologique. Voilà. Et quant à la Chine, on a une très forte part manufacturière autour d'un quart du PIB, c'est normal, c'est un pays plus récent dans la mondialisation, et on a un appareil manufacturier mondial qui est le premier aujourd'hui. Donc l'industrialisation est massive, on a une montée en gamme, une automatisation, des surcapacités et aussi une pression exportatrice qui demeure extrêmement forte. Alors, certainement que quand on parle, le titre de la session s'appelle « Y a-t-il un rebond industriel ?»
on ne l'observe pas, ce rebond industriel, si on le mesure en termes de retour de la part de l'emploi dans l'emploi total, l'emploi manufacturier dans l'emploi total. Non, ça reste tout à fait stable. Et si on regarde aussi la part dans la valeur ajoutée, ça reste stable. Donc au fond, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on mesure bien cette désindustrialisation ? En d'autre part, qu'est-ce qui s'est produit ? Partout, il y a eu une montée considérable des services, il y a eu une montée de technologies qui sont plutôt inscrites, référencées dans l'industrie des services. Quand même, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, dans l'emploi manufacturier, vous avez 40% d'emploi de services. Dans l'emploi manufacturier, plus ce qui a été externalisé. Donc la deuxième question que je pose, c'est est-ce que si je récupère des services moteurs, qui sont les knowledge-based services, qui ont un rôle clé dans l'industrie, et au lieu de raisonner avec une industrie matérielle manufacturière, logiciel embarqué, design, certificat, etc., est-ce qu'on récupère un tout petit peu ? Oui, on récupère. On a à peu près 10 à 12% d'emplois de services qui sont des services moteurs, qui sont vraiment clés dans la compétitivité industrielle. On arrive donc en France à de 18 à 22% de l'emploi. Donc en fait, la France fait mieux quand on intègre les services qui sont, encore une fois, je ne parle pas des services de ménage, des services non délocalisables, mais des knowledge-based services, des vrais services qui ont aujourd'hui un impact tout à fait clé. Donc au fond, mais même quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, là on garde un écart de 10, donc ce n'est pas si extraordinaire en France. Enfin, troisième point, et après je termine, est-ce qu'on raisonne dans un monde qui est un monde... Est-ce qu'on parle de réindustrialisation avec nos yeux d'aujourd'hui ou d'hier ? Moi, je pense que c'est avec nos yeux d'hier, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un monde gouverné par les avantages comparatifs, c'est la période de l'hypermondialisation de 1990 à 2010, où les chaînes de valeur se dilataient, où il suffisait finalement de faire jouer les avantages comparatifs pour s'en sortir de la mondialisation. Depuis 2010, on a une recomposition de chaînes de valeur sur des bases nationales et on a changé de monde, c'est très certain. On est passé d'un monde où ce sont les avantages comparatifs dans un monde multilatéral qui régule les économies à un monde de techno-impérialisme dans lequel en fait, si vous n'avez pas des points clés, dont certaines technologies critiques, vous n'avez plus de place dans la compétition mondiale. Alors, le point central, c'est que si on prend par exemple l'intelligence artificielle, on n'est plus dans un système où il faut raisonner par secteur, mais par système techno-industriel et par système avec les services. Je crois que ça va être abordé dans les discussions, mais quand on regarde ce point-là, concrètement, on a de quoi s'inquiéter parce que les États-Unis dominent plusieurs choke points, des technologies critiques, la GPU pour l'IA, le cloud mondial, les logiciels de conception, le capital risque. Taïwan contrôle un choke point industriel qui est plus de 60% de la production mondiale de semi-conducteurs. La Corée du Sud domine les mémoires électroniques. Le Japon détient des positions clés dans les matériaux critiques. La Chine contrôle une grande partie des terres rares et des matériaux critiques. Elle monte rapidement en puissance industrielle et scientifique. Et l'Europe, elle, possède un choke point absolument stratégique, seulement la lithographie avancée, indispensable pour toute la chaîne de valeur. Mais on voit qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de bénéficier d'un avantage de spécialisation, mais il faut absolument contrôler un choke point fondamental, un goulet d'étranglement fondamental. Et si on ne l'a pas tout seul, il faut s'allier avec des pays complémentaires. Donc la question qui se pose, c'est a-t-on les bonnes alliances dans le système technologique mondial gouverné par les avantages absolus, par un techno-impérialisme montant. Quand on regarde les groupes industriels qui dominent l'administration Trump, on a bien l'énergie, combustibles fossiles, mais aussi la tech, la grande tech. Et dans ce contexte, les fragilités européennes sont énormes. Très bon en recherche en France et en Europe, mais l'aval de la chaîne de valeur vers l'innovation et le financement de l'innovation vraiment laisse à désirer, une aversion dans le risque comme culture pour le risque, et ça interroge à la fois les décideurs publics et les décideurs privés. Donc il y a vraiment un sursaut et on ne peut pas parler de rebond industriel pour l'instant. Voilà. Merci Helmut, merci beaucoup. Je pense qu'on a compris, il y a des choses à faire. Et maintenant, dans notre discussion, on veut arriver du diagnostic aux conditions très concrètes de l'action. Et je vais commencer avec vous, Monsieur Imhovan. Alors, on a entendu les chiffres.
On a 16% de PIB de l'industrie en 2000, maintenant on est à 10%. Alors, que faut-il réindustrialiser en priorité selon vous? Bien clair qu'on ne peut pas tout réindustrialiser, surtout dans un contexte de ressources publiques contraintes, c'est un euphémisme. On parle beaucoup de concurrence internationale dans les différents forums. Nous avons des évolutions technologiques rapides, donc il faut faire des choix. Quel secteur, quelle technologie, quelles capacités industrielles sont essentielles finalement à notre prospérité, à notre sécurité, à notre autonomie de décision? Quels sont les maillons critiques des chaînes de valeur que nous devons maîtriser? Je crois que c'est là que se joue le rebond industriel. Et l'exemple du nucléaire est éclairant. La valeur stratégique, finalement, ne réside pas seulement dans l'accès à la ressource, on parle de mine d'uranium ou autre, elle repose sur la maîtrise de toute une chaîne de valeur. Les technologies, bien sûr, vous en parliez, les capacités industrielles, mais aussi les compétences, les flux logistiques. On sous-estime souvent la problématique de la logistique. Et c'est cette maîtrise qui crée la souveraineté. Et cette logique du nucléaire vaut aussi pour les batteries, pour les terres rares, pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle et pour certaines infrastructures énergétiques. Donc en conclusion, le rebond finalement industriel passe par l'identification et la maîtrise de ces maillons stratégiques. Une nation industrielle n'est pas celle qui produit tout, c'est celle qui maîtrise ce qui est essentiel à sa souveraineté. Merci beaucoup. Olivier Scalabre, vous dites que l'Europe est menacée d'une deuxième vague de déindustrialisation. Pourquoi cette urgence et quels sont les marqueurs qui nous montrent un peu ce développement? Alors la première vague, vous l'avez décrite. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas envie d'en avoir une deuxième. Et malheureusement, je suis convaincu qu'il y a une vraie révolution industrielle qui est en train de se créer aujourd'hui. Et que cette révolution industrielle, si jamais on ne fait rien, la deuxième vague de désindustrialisation, on va l'avoir pour de vrai. Alors pourquoi? Ça se tient en deux mots. Ça s'appelle Physical AI. Alors Physical AI, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui quitte le monde des écrans, qui quitte les bureaux pour rentrer dans les usines et dans le monde physique. Alors c'est assez simple, il y a trois composants. Il y a des robots intelligents, vous avez vu les robots humanoïdes, ça c'est le premier composant. Il y a l'intelligence artificielle qui les pilote. Et le troisième composant, c'est la puissance de calcul qui permet de faire tourner cette intelligence artificielle. Et sur ces trois dimensions, c'est la Chine qui est en train de prendre le leadership industriel. Donc on n'est plus dans une logique où la Chine est la low-cost nation, la Chine est le leader technologique. 54% des robots industriels sont déployés en Chine dans le monde. Aujourd'hui, quand on regarde l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, le leadership, il est chinois. Et quand on regarde la puissance de calcul, elle est en Chine déployée aujourd'hui. Et le coût des tokens, qui est l'unité de puissance de calcul, il est 20 fois plus faible en Chine qu'en Europe ou aux US. Donc en fait, cette deuxième vague de réindustrialisation, on va la rater parce qu'en fait, si on ne fait rien, c'est la Chine qui va récupérer le leadership. C'est la Chine qui est en première position. Alors du coup, on a fait des analyses et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer si jamais on ne fait rien. Vous allez voir, on va faire quelque chose et on va quand même réussir à s'en sortir. Mais si on ne fait rien, c'est 40% de la production industrielle qui est menacée. 40%, c'est à l'échelle de la première vague de désindustrialisation, celle que vous avez mentionnée, c'est de la même ampleur. Donc on est face à un défi de la même ampleur et donc l'Europe et la France vont devoir se réveiller vite. Merci beaucoup Olivier. Je pense qu'on a compris, c'est urgent. Mais toutes les technologies que vous avez mentionnées, ils ont besoin d'énergie. Et ça, c'est une chose que la France a en abondance, de l'électricité décarbonée. Mais quand même, il y a des bloqueurs pour l'accrochement des sites industriels. Alors, Émilie Piette, quels sont un peu les problèmes qu'on voit, même si en France, on a beaucoup d'électricité? Alors, en réalité, ça ne bloque pas. Il n'y a pas de bloqueur, je préfère le dire. En revanche, cet enjeu des raccordements des projets industriels, que ce soit pour la décarbonation ou pour l'attractivité économique, puisqu'on attire beaucoup les investisseurs avec notre électricité
qui est décarbonée, qui est stable, qui est abondante et qui est compétitive par rapport au reste de l'Europe. Encore faut-il qu'il y ait des raccordements. Nous, ce qu'on voit à ce stade, c'est qu'on a des demandes de raccordement au réseau de transport d'électricité, donc le réseau à haute et très haute tension. Nous, on accueille essentiellement des grands projets industriels, des data centers, des projets de production d'hydrogène. Ce qu'on voit, c'est que ce nombre de demandes double chaque année. Donc c'est à la fois très prometteur, parce que ça veut dire que la consommation électrique est en train d'augmenter et ça va finir par se voir dans les prochaines années. Juste un chiffre, s'il y a uniquement 50% de ces projets qui se font, on atteint déjà la trajectoire de décarbonation fixée comme objectif par le gouvernement. Donc c'est vraiment important qu'on y arrive. Et il faut qu'on accélère sur les délais. C'est là-dessus qu'on est très attendu. Il faut qu'on soit au rendez-vous de ces grands industriels qui attendent d'être raccordés rapidement. Aujourd'hui, on a 33 gigawatts, pour vous donner une idée, de projets qui sont en file d'attente et qui attendent leur raccordement. C'est 3 fois la puissance installée de l'industrie française actuelle. Donc c'est extrêmement prometteur pour demain. Simplement, ils sont toujours en attente. Et donc on a des leviers, on est en train d'activer un certain nombre de leviers justement pour accélérer ces projets sur lesquels on pourra revenir. C'est la localisation de ces projets, parce que plus on est loin, plus ça prend du temps, c'est normal. C'est la gestion de la file d'attente, comment est-ce qu'on priorise mieux ces projets. C'est tout ce qui est phase amont, la réglementation, les procédures administratives, etc. Et puis c'est un renforcement du réseau de transport d'électricité qui, lui, va prendre du temps. Ce sont des investissements majeurs, 100 milliards d'euros sur les 15 prochaines années, et qui vont devoir accompagner cette électrification. Alors, pas de bloqueurs, mais des leviers. Alors, ça nous donne la question un peu des infrastructures. Monsieur Pascal, alors, les infrastructures sont-elles devenues un peu le levier central de la réindustrialisation ? Alors effectivement, les infrastructures, en particulier les infrastructures aéroportuaires, c'est l'un des principaux leviers qui va concourir au rebond industriel. Alors le rôle d'un gestionnaire d'infrastructures, et notamment aéroportuaires, c'est à la fois de relocaliser la richesse en France, attirer, mais c'est aussi de projeter le savoir et le savoir-faire industriel à l'international. Et on voit bien que nous disposons d'un potentiel qui est énorme. Juste, le groupe ADP exploite 26 aéroports dans le monde. On a un tiers de notre marché qui est à Paris, avec les 3 principaux aéroports. Et sur ces 3 principaux aéroports, il y en a un notable qui est l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À Paris-Charles de Gaulle, on voit bien que c'est la première frontière d'Europe. C'est 80% des touristes étrangers en France passent par l'aéroport de Charles de Gaulle. Et donc on voit bien que c'est un instrument qui va permettre d'attirer déjà des touristes, mais aussi du business. Et c'est quand même le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle de projection. Et ce rôle de projection, il existe aujourd'hui et il est majeur. 13% de la valeur du commerce extérieur français passe par les soutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc vous voyez que c'est un acteur qui permet à lui seul de développer l'industrie et de la projeter. Pour ça, il faut que cet acteur il soit compétitif et surtout, il faut qu'il puisse se développer. L'aéroport n'est plus un monopole. Il n'est plus un monopole, il faut qu'on se le dise, et il faut qu'on le dise aussi qu'il est en concurrence avec d'autres infrastructures. Et la concurrence industrielle passe par la concurrence des infrastructures. Et pour ça, ça passe par l'investissement, et c'est surtout l'investissement et notre capacité à nous développer que nous avons en France, avec un sous-jacent d'infrastructures qui soit aéroportuaire, routier, ferroviaire, électrique, qui est majeur et qui va permettre ce rebond-là. Mais investissons. Alors, c'est plutôt la question d'un écosystème, quand je comprends bien. Alors, Monsieur Maillard, pourquoi faut-il aujourd'hui changer le logiciel pour le rebond industriel ? Je crois qu'il faut aimer l'industrie. Et je me demande si finalement le changement de logiciel qu'il nous faut opérer ne relève pas de « est-ce que j'aime l'industrie ?» L'Europe, finalement, elle s'est beaucoup concentrée sur le marché des consommateurs. Les 400 millions de consommateurs, et tout a été fait pour faciliter ce marché des 400 millions de consommateurs.
sans vraiment trop se préoccuper des industriels et des conséquences sur la partie industrielle. Et je pense qu'il faut... Alors ça a commencé à changer, mais c'est très lent parce qu'on est au niveau européen. Aujourd'hui, protéger ou aider les industriels pour les raisons de souveraineté, pour les raisons que l'on connaît, c'est important. Et l'Europe doit donner un signal fort. Ça n'a pas été forcément le cas historiquement. Ensuite, en France, il y a tous les sujets de réglementation et d'adaptation à l'implantation des usines. Aujourd'hui, les délais sont très longs pour des raisons de choix qui sont assumés, mais aussi parfois pour des raisons de surtransposition, pour des raisons de complexité de normes ou pour des choix que l'on fait. Ces choix, il faut peut-être les revoir. Est-ce qu'il faut étudier pendant 1 an la biodiversité pour une implantation d'usine? C'est un choix que nous avons fait, tout à fait respectable. Mais après, on ne peut pas s'étonner si les délais de mise en œuvre d'une usine sont aussi longs. Donc il faut regarder ces enjeux de réglementation. Et je peux vous dire que quand on fait de façon diligente, dans un dialogue avec l'État et les différentes personnes concernées, qu'on traite correctement les dossiers, on peut aller relativement vite. Troisième sujet, est-ce qu'on aime l'industrie? Est-ce qu'on a une bonne image de nos usines? J'en doute un petit peu. Est-ce qu'on a envie d'avoir une usine à côté de chez soi? Et est-ce que l'usine d'aujourd'hui, c'est celle d'hier? Vous l'évoquiez. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reproduise l'usine d'hier, il faut l'usine de demain. L'usine de demain, elle devra être protégée numériquement, elle devra être souveraine, elle devra respecter les enjeux climatiques. Donc il faut l'intégrer dès maintenant pour, je dirais, faire en sorte qu'on aime l'industrie. Et puis, dernier point, mais il faut des hommes et des femmes pour ces usines. Il faut les construire, il faut les opérer. Alors, il y aura plus de robots, il y aura plus d'intelligence artificielle, j'entends, mais il faudra des hommes et des femmes qui aiment l'industrie pour y travailler. Et donc là, il y a un enjeu d'éducation, d'attraction de tout très jeunes vers ces filières industrielles et non pas uniquement vers les métiers de service, de consultants ou d'avocats ou d'autres qui sont tout à fait légitimes, mais pour lesquels il faut remettre, je pense, aussi l'intérêt et l'attractivité des métiers autour de l'industrie. Alors c'est vraiment une tâche pour toute la société et tout le pays. Merci beaucoup, Monsieur Stisdal. Nous avons déjà parlé de l'électricité. Alors, la souveraineté énergétique est-elle, selon vous, la condition de base d'un véritable rebond industriel? Oui, et c'est le cas pour de nombreuses raisons. Je pense que la raison la plus fondamentale, c'est que l'Europe ne peut pas se retrouver dans une situation où elle peut être soumise à un chantage. On n'a pas été soumis à un chantage il y a 10 ans, mais depuis 10 ans, nous avons appris que la situation de chantage, lorsque M. Poutine a utilisé la livraison de gaz comme une arme contre nous, lorsqu'on voulait apporter notre soutien à l'Ukraine, et nous avons vu l'Amérique changer son cap complètement. Avant, nous avions un allié. Maintenant, nous avons quelqu'un qui nous menace de prendre nos propriétés. Je vois ça comme Danois, personnellement. Je me sens particulièrement concerné avec le Groenland. Donc, on nous a vu la Chine. On voit la Chine qui utilise l'accès aux matières premières telles que les terres rares, d'accord, imposer des règles. Et si nous voulons être en mesure de maîtriser notre destin, à ce moment-là, nous ne pourrons pas les laisser nous soumettre à un chantage. On doit être souverain. Et comme Scani a dit au Canada, donc dans son superbe discours à Davos, le bon vieux temps est révolu. Ça ne reviendra pas maintenant. Il y a des gens qui veulent nous frapper, qui veulent nous nuire. Donc, bien sûr, est-ce qu'on peut attaquer l'Iran sans se préoccuper de ce qui va se passer dans le Golfe Persique? Bon, bien sûr, en tant que joueur industriel, on se retrouve dans une situation où il faut dire, mais je ne sais pas quel est le coût de mon produit parce que je ne sais pas quel est le coût de mon énergie parce que quelqu'un d'autre est en train de tourner cette énergie comme une arme contre moi. Donc, d'abord, c'est qu'est-ce que l'on peut réindustrialiser en Europe? Pour cela, on doit être souverain, on doit être les maîtres de notre destin. Et dans ce contexte,
Bien sûr, la France a bien sûr un exemple remarquable avec l'énergie nucléaire et renouvelable. Je crois qu'on a une énergie électrique de près de 65% décarbonisée, donc, ou 95%. Donc le Danemark insiste sur ces renouvelables. Vous avez indiqué le nombre de gens qui veulent installer ici du renouvelable, simplement pour vous raconter au Danemark que nous avons 4,5 gigawatts donc, et 5 gigawatts de charge en pic. Donc, bien sûr, et donc aux Américains, c'est 60 gigawatts installés pour un centre de données aux États-Unis. Donc c'est la situation que l'on voit. On ne peut pas être soumis à un chantage. La bonne nouvelle, c'est que tous les Européens ont toutes les cartes en main. Donc on a le solaire, le nucléaire, la biomasse, l'hydrologie, l'énergie hydraulique, etc. Enfin, hydroélectrique, excusez-moi. Donc il faut vraiment prendre ça en main et le prendre ça en main rapidement. Bonne nouvelle, bravo. Pour résumer vos propos, on peut vraiment dire qu'un nouvel ère commence maintenant. Alors il faut créer, il faut aussi prendre des décisions. Alors pour moi, la première question, M. Imhovan, quelles industries veut-on vraiment développer? Alors, est-ce qu'on se concentre sur quelques secteurs stratégiques ou est-ce qu'il faut intégrer toute la chaîne de valeur ici en Europe? C'est un sujet complexe parce que la première réalité, c'est que l'industrie est une affaire de temps long. Si je prends l'exemple du nucléaire, donc les compétences, les infrastructures, le savoir-faire se construisent sur plusieurs décennies. Financer, on peut, dans certains cas, trouver des financements rapidement, mais qu'on ne reconstitue pas rapidement une chaîne de valeur stratégique. Il faut former des ingénieurs, des techniciens, développer des technologies, créer des écosystèmes industriels, bâtir les infrastructures. Et tout cela, ça exige de la constance. D'où un besoin essentiel pour moi, c'est la stabilité des politiques publiques. Je crois que les industriels savent s'adapter, mais ils ont besoin de visibilité sur les choix énergétiques, sur les infrastructures, on en parlait, sur les priorités stratégiques. Et ce que je constate, c'est que partout dans le monde, on voit qu'il y a des États qui le font, les États-Unis investissent, la Chine investit, l'Inde investit, et l'Europe, à travers les filières que vous mentionnez, doit suivre cette logique de long terme. Je pense que la souveraineté industrielle, ça ne se décrète pas, ça se construit par l'investissement, les compétences, la continuité. En conclusion, le premier carburant de l'industrie, c'est la confiance dans la durée. Alors, pas que l'énergie, mais Madame Piette, vous avez un peu parlé de perspectives des industries, des nouveaux industries et le besoin d'énergie. Alors, la question d'électricité peut-elle aussi créer des nouvelles industries ici en France, mais aussi en Europe? Alors absolument. Le chiffre qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un emploi chez RTE, on crée 7 emplois dans la filière industrielle. C'est très important pour nous de créer des emplois et de nous appuyer sur des entreprises françaises et européennes, et c'est ce qu'on fait, aujourd'hui. C'est important parce que si on parle de souveraineté énergétique, alors il faut que ce soit sur la chaîne, sur toute la chaîne. Et donc la souveraineté industrielle en fait partie. Et deuxièmement, RTE, c'est une entreprise qui est financée par un tarif régulé qui se retrouve ensuite sur la facture des Français. C'est une entreprise qui emprunte auprès de la Caisse des dépôts sur les fonds d'épargne, donc qui utilise l'épargne des Français. Et donc c'est extrêmement important pour nous que cet argent soit le mieux utilisé possible et revienne à cette filière industrielle. Donc on a un certain nombre d'actions qui sont menées, on le voit bien aujourd'hui sur certains matériels sur lesquels on s'appuie, enfin, qu'on utilise. Il y a des délais qui sont aujourd'hui de 4 ans de fabrication. C'est extrêmement long, c'est une des raisons qui explique que les raccordements peuvent prendre un peu de temps effectivement. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on anticipe parce qu'on n'est pas les seuls à investir. Tous nos voisins, tous les réseaux de transport d'électricité dans les autres pays européens sont en train de faire eux-mêmes des investissements aussi importants ou presque aussi importants. Et donc,
comme on s'appuie tous sur la même base industrielle en France et en Europe, on a intérêt à anticiper, à bien se coordonner, à coopérer. En France, on a créé une association qui s'appelle la FIER, qui rassemble RTE, Enedis, réseau de distribution, et puis les organisations syndicales de la filière, le SICABEL pour les câbliers, le GIMELEC, le CERS pour les entreprises de la transition écologique. C'est quelque chose qui est assez récent, ça a 1 an, et c'est là qu'on va travailler sur la visibilité qu'on peut donner à toutes ces entreprises en termes de carnet de commandes. Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'elles puissent ensuite investir? Quels sont les moyens de financement qu'elles peuvent mobiliser, sur lesquels nous, on peut aussi les appuyer? Quels sont les besoins de recrutement, de compétences? C'est quand même une filière qui va recruter d'ici 2030 43 000 personnes. C'est énorme. Et donc, la question du recrutement, la question de la formation, elle est essentielle. Donc voilà, c'est tout ce qu'on est en train de déployer dès aujourd'hui pour être prêt demain. Mais disons que vous avez parlé de changer le logiciel. Avant, on a toujours pensé dans telle ou telle entreprise. Monsieur Pascal, vous avez parlé des écosystèmes. Est-ce qu'il faut plutôt penser en écosystème ou on reste dans chaque entreprise? Non, clairement, il faut envisager les choses en écosystème et essayer de faire l'équipe de France ou l'équipe d'Europe du secteur dans lequel on est. En matière, dans le domaine aérien, l'équipe de France, elle existe. On a un secteur industriel extrêmement dynamique. Il peut l'être encore plus, mais il faut l'accompagner. Et il ne doit pas pâtir de cette image, de cette fausse image d'une industrie qui ne sait pas de se décarboner. La décarbonation est en marche. D'une industrie riche, alors que la majorité de ceux qui prennent les avions sont quand même des jeunes de moins de 35 ans, qui est loin de l'image qu'on peut véhiculer. Il n'y a que 14% de CSP+, qui prennent l'avion. Ce n'est pas une industrie aussi qui a une croissance éternelle. Elle est en compétition et en compétition sévère. Donc oui, il faut continuer à parier sur l'équipe de France de l'aéronautique. On a tous les champions au niveau mondial, que ce soit Airbus, Dassault, Safran, Thales, Air France, ADP. On est tous là et on sait travailler ensemble. De la même manière, il faut aussi envisager les choses d'une autre manière. Pas forcément les envisager sous forme d'un écosystème effectivement complètement unifié, mais un écosystème qui est coordonné, où on essaye d'être plus partenaire. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec Air France, en construisant un partenariat solide. Parce qu'en face, on a qui? On a l'aéroport de Changi avec Singapore Airlines, on a Emirates avec l'aéroport de Dubaï. Donc on a à chaque fois un binôme aéroport, compagnie aérienne. Et ce binôme-là, il est en Europe difficile à construire parce que droit de la concurrence, parce que respect de la pluralité des acteurs, des nouveaux entrants. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Si on veut évoluer en écosystème, il faut protéger cet écosystème et pas, à chaque fois qu'il commence à naître, commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Cette réponse nous guide déjà dans la question comment on peut réindustrialiser. Et je trouvais le chiffre frappant qui est dans le rapport Draghi que l'Europe a besoin de 750 à 800 milliards d'euros d'investissement supplémentaire, qui est énorme, par d'ici l'année 2030. Alors, même que 40% de l'épargne des ménages européens reste place en dépôt. Olivier Scalabre, comment peut-on mobiliser le capital qui est en fait là, et quel rôle joue le marché capitaux unique? Alors, je vais reprendre une petite analogie. Vous savez, on est en pleine Coupe du Monde de foot, on va changer de sport, on va prendre la Formule 1. Et en fait, moi je l'ai dit tout à l'heure, sur la grille de départ de la Formule 1, c'est la Chine qui est en pole position. Je pense que sur la base de la compétitivité, ils sont clairement numéro 1, et nous, on est loin derrière. Donc pour gagner, il faut qu'on ait plusieurs composants, 4. Le premier, c'est le financement. Une écurie qui n'investisse pas, c'est une écurie qui décline en Formule 1. Et en fait, l'investissement, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Un des éléments, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez vu, on est très fiers en Europe. On veut dépenser 200 milliards sur InvestAI, vous savez, pour raccorder les data centers.
Ça, c'est bien, c'est sur 4 ans. Le seul problème, c'est que les États-Unis, pendant ce temps, eux, ils dépensent 800 milliards en une année. Donc en fait, c'est 16 fois moins qu'il faut dépenser que ce que les États-Unis dépensent. Donc le capital, c'est fondamental. Il faut passer en Europe à un marché unique des capitaux. On en parle depuis longtemps. Ça fait partie des mesures Draghi qui sont enterrées et qui ne bougent pas. Et il faut qu'on avance vite. Donc ça, c'est le premier sujet. Il nous faut du financement. Il nous faut la meilleure voiture avec le meilleur moteur pour gagner. Ça, c'est à base d'intelligence artificielle. J'en ai parlé tout à l'heure. Je suis convaincu que c'est la base de la nouvelle compétition mondiale. C'est la base on appelle ça le token-based competition. On n'est plus dans le monde du travail, on est dans le monde du token. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui foncièrement chinoise et américaine. Aujourd'hui, en Europe, on n'existe pas beaucoup. Alors, on a Mistral, on est fiers d'avoir Mistral. Et on espère qu'il va y avoir une coalition autour de Mistral et que ça va être un moment où tout le monde va investir derrière. Une autre pépite, c'est Amilabs. Vous savez, c'est la start-up qui a été fondée par Yann Lequin. Et c'est important parce que dans la robotique, on parle des world models. Le world model, c'est ce qui permettra à un robot de modéliser le monde autour de lui et de savoir que quand il fait une action, voilà les conséquences que ça aura sur le monde réel. Et donc, du coup, ça lui permettra de faire les meilleures actions qui portent le moins à conséquences. Ces world models, c'est un défi technologique majeur. Et aujourd'hui, on a Amilabs qui est en train de le relever. Et donc, moi, je suis assez fier de ça. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est l'énergie. Il faut du fuel dans la voiture. Alors, quand on est un industriel, aujourd'hui, on a le choix entre le gaz et l'électricité. Le gaz, on n'en a pas. On l'achète aux Russes, on peut plus. On l'achète aux États-Unis 4 fois plus cher que le gaz américain lui-même. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on électrifie. L'électrification, c'est 30% des usages industriels aujourd'hui. C'est le même niveau que la Chine. Sauf que la Chine, elle avance beaucoup plus vite. Alors nous, je comprends qu'il y a la file d'attente, mais du coup, il faut qu'on avance vite là-dessus. Et puis le dernier point, et la dernière chose qui est importante, c'est la réglementation. Vous savez, en Formule 1, il y a la FIA qui donne les normes. Et il y a un mode qui s'appelle le mode overtake. Vous savez, c'est celui en ligne droite où on a un boost et on peut doubler les autres voitures. Et bien nous, en Europe, c'est un peu comme si on n'avait pas le droit d'avoir le boost overtake. Au contraire, on a plusieurs kilos en plus. C'est la réglementation. La réglementation en Europe, ça a un coût monstrueux. Aujourd'hui, sur une voiture, juste une voiture de segment A, donc c'est-à-dire les voitures citadines classiques, c'est 30% de surcoût, la réglementation européenne, par rapport aux véhicules classiques. Et donc, il y a vraiment, pour gagner la course, et il va falloir qu'on soit à un même niveau de règles que les autres. Donc moi, je pense que cette course, elle peut être gagnée, mais parce que là, on est juste sur la phase de pole position, il y a toute la course qui va arriver, mais il va falloir qu'on change sévèrement de braquet. Mais ce qu'on vous entend, on a l'impression que tout est un peu là, mais on n'arrive pas encore de mettre les choses ensemble. Alors, Monsieur Stizal, est-ce qu'on a trop peur de vraiment innover, de vraiment aller dans l'avenir? On a besoin de prendre plus de risques en Europe? Non. Je ne pense pas que la question soit de prendre davantage de risques. Je pense qu'il faut agir en conséquence de la situation à laquelle nous sommes confrontés. La bonne chose, de mon point de vue, quand on pose la question de la souveraineté énergétique, c'est que nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies. Nous avons besoin d'innover, bien évidemment. Nous avons besoin d'amener les nouvelles idées sur le marché. Il faut un développement continu, mais ce n'est pas comme si on doit attendre des technologies de rupture pour nous sortir de cette ornière. Ce n'est pas le cas. Nous avons besoin des très grands programmes d'investissement pour atteindre la souveraineté énergétique, mais dans ce contexte, j'ai envie de vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous importons quelques 350 à 400 milliards d'euros de combustibles fossiles de l'extérieur de l'Europe. Ces centrales électriques ont comme des fours qui brûlent des billets de banque. Si nous voulons atteindre la souveraineté énergétique en l'espace de, disons, admettons 20 ans, il faudra dépenser 200 milliards par an
à renforcer, à développer ces capacités. Mais ce sera des actifs que nous allons détenir. Ce n'est pas des dépenses comme sur les combustibles fossiles. Si on examine les risques, dans ce contexte, mon point de vue, c'est de dire qu'il n'y a pas de risque technologique. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On peut dire qu'il y a un risque d'embêter Trump, puisque lui veut que les États-Unis jouent un rôle de dominance énergétique dans le monde. On peut dire qu'il y a un risque que les Chinois jouent un peu sur notre indépendance énergétique parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ce sont les risques. Mais je pense que ces risques sont gérables si les intérêts européens et nationaux s'alignent. Nous devons dire que nous n'avons plus envie qu'on nous fasse des chantages. Nous voulons être souverains. En Europe? Je ne sais pas si on a trop peur, mais on aime bien se rassurer. Et se rassurer, bien, parfois, on a une tendance à mettre en place des réglementations, mettre en place des normes. Je rappelle que les normes, quand même, une bonne partie sont demandées par les entreprises pour avoir un level playing field, c'est-à-dire pour être capable de jouer à armes égales. Donc il faut faire un peu un distinguo entre les réglementations poussées par l'Union européenne, reprises par les États. La France a quand même une grande caractéristique de surtransposition, puisqu'on aime bien faire mieux que les voisins. Et je pense que ce n'est pas toujours utile. On a le droit de faire comme les voisins. Et les normes, écoutez, moi je constate le matin, on dit qu'il y a trop de normes, et l'après-midi on en demande. Et encore une fois, c'est souvent parce qu'on veut être à armes égales. On veut pouvoir comparer. Regardez, on met une réglementation sur ce qu'on appelle le CBAM, donc c'est le Carbon Based Adjustment Mechanism, c'est de tenir compte du CO2 sur les produits qui arrivent en Europe. Bon, de façon à pouvoir comparer des produits et pouvoir être à prix égal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On peut comprendre la logique, c'est très complexe à mettre en œuvre, il y a un surcoût de gestion associé. Encore une fois, c'est ce regard-là qu'il faut avoir quand on parle de ces réglementations. Et ce besoin d'assurance, ce besoin de sécurité, peut-être qu'il est trop traduit par des normes. C'est vrai qu'on dit souvent aux États-Unis, on laisse faire et après on régule. En France ou en Europe, on régule d'abord, on définit les barrières et on laisse jouer. C'est notre culture, c'est notre histoire. Je pense qu'on est capable de changer. Il y a des exemples qui montrent qu'on peut aller vite tout en respectant les règles ou les principes que l'on se fixe. Encore une fois, c'est nous qui choisissons. Si on décide et c'est logique, de tenir compte des impacts climat, des impacts, il faut l'intégrer, il faut le comprendre. On ne peut pas dire oui, mais ça m'embête quand c'est une usine ou ça m'embête quand il y a tel sujet et j'en ai besoin dans tel autre. Si vous voulez. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision globale et de faire des choix pour aider les industriels, parce que ça a été dit, je ne vais pas le redire, on est sur du temps long et ils ont besoin de visibilité. Mais quand nous voyons l'Europe, nous sommes en compétition avec la Chine qui bouge dans une vitesse énorme, par exemple. Alors, messieurs Imovon, quand on voit cette vitesse qui se passe dans les autres régions du monde, surtout la Chine, comment, en France ou en Europe, on peut aussi arriver à cette vitesse pour développer, pour réindustrialiser? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais il faut utiliser ses propres forces. Peut-être on pourrait l'illustrer à travers un domaine particulier qui est la circularité. Parce que nous avons une antériorité en Europe. Je pense en effet que ça devient un pilier de la puissance industrielle. Pourquoi? D'abord parce que la transition énergétique va profondément modifier la question des ressources. Et on en parle souvent dans de nombreux forums, les besoins en métaux critiques se vont fortement augmenter. Vous parlez de la Chine avec sa position notamment sur les terres rares. Dans ce contexte, je pense que le recyclage n'est plus seulement une question de politique environnementale, c'est aussi une question de politique industrielle, une question de souveraineté. Il se trouve que dans le nucléaire, la France a fait le choix depuis très longtemps du traitement et du recyclage des combustibles usés. C'est un modèle que nous partageons pas avec de nombreux pays, à part la Russie, la Chine en devenir, le Japon essaie de recommencer.
cette expérience montre qu'une matière utilisée peut devenir ou redevenir une matière stratégique. Et demain, cette logique, je crois qu'elle va être aussi dans les batteries. Vous voyez les efforts qu'on fait pour recréer une filière en Europe, une filière qui est complètement dominée aujourd'hui par la Chine, dans les métaux critiques, dans les aimants permanents qui sont présents partout, dans les éoliennes ou ailleurs, dans de nombreuses autres filières. Donc les pays qui maîtriseront ces technologies sécuriseront leurs approvisionnements, réduiront leur dépendance, développement des capacités industrielles à forte valeur ajoutée. Donc en conclusion, je pense que ce rebond industriel ne viendra pas uniquement de nouvelles usines, il viendra de notre capacité à maîtriser durablement toute la chaîne de valeur des matières premières et jusqu'au recyclage. Je pense que c'est cette maîtrise qui crée la souveraineté et c'est cette souveraineté qui va créer une industrie durable pour notre belle Europe. Olivier Scalable, quand on voit ce que vous avez dit, mais c'est émouvant de accélérer, est-ce que c'est aussi possible à 27 dans l'Union européenne? C'est une bonne question. Vous savez, il y a 2 ans, on avait la chance ici, je m'en souviens, d'avoir le professeur Draghi qui était là. Et là, au bout de 2 ans, on est hyper content parce qu'on se dit qu'il y a 30% du rapport Draghi qui a été implémenté. 2 ans. Donc la notion de vitesse, elle est fondamentale. Pour faire ça, je pense qu'il faut être hyper pragmatique. Vous l'avez dit, je pense que c'est un retournement complet de l'Europe. Il faut penser producteur, pas consommateur. Il faut penser déréglementation. Enfin, je pense que tout a été dit là-dessus. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire partout et on ne peut pas le faire à 27. Donc moi, je pense qu'il y a 3 secteurs critiques que sont l'énergie, la technologie et les capitaux. Une entreprise, elle a besoin de ces 3 choses-là pour pouvoir fonctionner. Et donc, si on pouvait au moins se concentrer là-dessus et faire les choses bien, ça serait une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'à 27, c'est impossible. On n'arrivera pas à avoir la bonne vitesse. La réponse était dans votre question. À 27, j'y crois pas. Donc il faut qu'on arrive à faire des coalitions de volontaires. Il faut qu'on arrive à avoir 5, 7 pays qui se mettent d'accord pour prendre ces 3 sujets et les faire avancer. Et ça, c'est possible dans les traités européens. Ça s'appelle les coopérations renforcées. C'est l'article 20, donc on n'a pas besoin de refaire l'Europe pour pouvoir faire ça. Et puis, il va falloir le faire de façon accélérée. Et pour ça, je pense que les politiques ont besoin d'un aiguillon. Et en fait, la bonne nouvelle, j'ai interrogé 14 PDG en France, 14 PDG en Allemagne. Ils sont tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Il n'y a pas Draghi by the book. Mais en fait, ils sont prêts à relever les manches et à se dire peut-être qu'on peut aider l'Union européenne à prendre le sujet de la bonne façon, avec la bonne vitesse. Ils sont prêts à contribuer. Et c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que peut-être que tout le monde peut relever ses manches et puis essayer de faire en sorte que les choses avancent. Plusieurs de vous ont critiqué un peu les règles dans l'Union européenne ou aussi en France, mais est-ce que ça pourrait être aussi un atout par rapport aux autres régions, la Chine et tout ça, Émilie Piette? En tout cas, au niveau européen, clairement, je pense que la question... Alors, vous avez cité le rapport Draghi, mais en fait, moi, je pense qu'au-delà même de la réglementation, c'est le rapport l'État qu'il faudrait aussi appliquer. Celui qui disait il faut un marché unique. Et moi, ce que je vois, c'est... Alors, là, pour le coup, il faut 27 pays pour faire un marché unique. Et c'est comme pour la partie marché de capitaux. Et là, c'est work in progress pour l'instant. Donc, le marché de l'électricité européen, il existe. Il y a des règles qui sont communes. Il y a de la solidarité, c'est-à-dire que les pays s'aident les uns les autres quand il y a un incident d'exploitation, comme on a pu le connaître par exemple au moment du blackout espagnol. Donc il y a vraiment une solidarité et finalement la question n'est plus tellement celle des règles, mais la manière dont on le déploie. Et c'est vrai que là, en ce moment même, on a un texte qui est en train de cheminer au niveau européen, qui s'appelle le Grids Package, qui est assez prometteur au sens où l'idée, c'est bien de développer les interconnexions, de développer ce marché européen. Je pense que je préfère vraiment insister sur ce point-là. Le fait d'être un marché européen, c'est aussi... on a de l'électricité décarbonée et pas chère, ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Et on est plus cher, notamment en termes d'énergie, que les États-Unis ou que la Chine. Donc, en cela, ce marché européen, il doit nous permettre d'être plus compétitifs vis-à-vis de ces autres zones
que sont la Chine et les États-Unis. Donc les choses sont en train de se passer, ça existe déjà. Nous, la France, par exemple, a déjà 37 interconnexions avec 7 pays frontaliers. Donc, des interconnexions, il y en a partout. Il faut poursuivre ça. Ça permettra aux autres pays de se décarboner plus vite, normalement. Pour nous, c'est aussi bénéfique. Les exports d'électricité par an, c'est 4 milliards d'euros en France. Donc c'est très significatif. Et pour RTE, les revenus issus des interconnexions, c'est 1,6 milliard d'euros. Donc en fait, c'est très conséquent et c'est aussi ça qui nous permet d'investir. Donc ce texte continue son cheminement. Il faut qu'il se fasse vraiment avec les États membres et qu'on pense non seulement interconnexion, mais aussi renforcement des réseaux internes. Et que les mix énergétiques des différents pays, finalement, sans se mettre forcément d'accord précisément sur chaque mix, mais qu'on ait ce souci à la fois du marché européen et de la compétitivité vis-à-vis des autres zones du monde. Dernière petite question, Monsieur Pascal, quand vous pouvez choisir une chose qu'il faut se passer maintenant pour mieux réussir la réindustrialisation, ça sera quoi ? Bon, on a beaucoup parlé d'écosystème, on a parlé d'investissement, on a parlé de la vitesse et du rythme. Je pense que c'est la combinaison de ces trois. Le rythme, c'est accessible, puisque c'est beaucoup de questions d'agilité, de réglementation, de manière de faire. L'équipe de France ou l'équipe européenne, c'est accessible à la condition qu'aujourd'hui, il y ait une prise de conscience sur l'atout industriel qu'on peut avoir, sur nos atouts. Et puis enfin, l'investissement suppose de la stabilité, suppose de la prévisibilité pour une entreprise. Et ça aussi, ça peut être facilement mis en œuvre. Il faut juste une vraie volonté, une vraie direction commune pour essayer de mettre ça en place réellement. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Pour terminer, Helmut, je reviens vers vous juste pour un petit résumé de notre discussion. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer pratiquement de cette discussion ? D'abord, ce que je retiens, moi, de cette discussion, c'est qu'il ne s'agit pas d'espérer un rebond industriel, mais de construire 4 S. Première S, c'est système. Vous l'avez tous utilisé. En effet, les technologies aujourd'hui, les technologies de rupture sont des technologies systémiques. L'IA, ça a été dit, ça dépend des semi-conducteurs, qui dépendent de la lithographie, de l'énergie, des matériaux critiques. Les centres de données consomment de l'électricité, donc il y a un système. Si je prends, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais le quantique, c'est exactement la même chose. Le paradoxe, c'est que dans ce système, il faut faire des choix. Il faut faire des choix parce que si vous regardez, il y a eu un article qui a été publié dans Nature qui évalue les innovations mondiales depuis les 50 dernières années. Il y a un super paradoxe. À la fois, on a des révolutions technologiques qu'on observe devant nous, l'IA, le quantique, etc. Mais quand vous regardez la part des innovations de rupture, des deep tech, comme on dit, elle décline relativement à la part des innovations incrémentales, qui explosent, et incrémentales, qui changent un peu la forme des produits, qui sont commerciales. Donc il faut vraiment arrêter de penser que toutes les innovations se valent. Il faut faire des choix. Donc sélectionner, c'est le deuxième S. Comment sélectionner ? Eh bien, il faut sélectionner les écosystèmes à soutenir, vous l'avez tous dit. Il faut sélectionner les politiques publiques, elles sont trop dispersées. Le crédit d'impôt recherche, ça fait des années qu'on le dit, sa dispersion, 7 milliards à 8 milliards d'euros par an, quand même, c'est pas rien, quand le budget de la recherche baisse. Donc il faut sélectionner. Il faut tenir compte du fait qu'on a des dépenses militaires qui s'accroissent considérablement, qui risquent d'avoir des effets d'éviction sur la recherche. Mais la bonne nouvelle, c'est que les recherches duales, qui servent à la fois aux militaires et aux civils, eh bien, les 2/3 des innovations proviennent du civil, que ce soit de la recherche universitaire, de mon université en particulier, ou de la recherche dans les entreprises. Ça a beaucoup progressé. Il y a des mécanismes d'écosystèmes qui marchent bien, France 2030, ANR, etc. Mais on est en train de les tirer en plein vol. Donc il y a un vrai problème de trajectoire. Non, mais je finis, parce qu'il faut conclure. Et le troisième donc sélectionner, ça me paraît vraiment essentiel. On a beaucoup intérêt à financer la recherche à risque, plutôt de financer n'importe quelle recherche, là, et c'est pareil pour l'innovation. Le troisième S, c'est la souveraineté. Je viens d'en parler, la recherche duale, et cette souveraineté, elle se réfléchit en se disant qu'on a changé de monde, on n'est plus dans un monde dans lequel les technologies circulent librement, les restrictions volontaires à l'exportation, vous avez adoré 2016, vous avez adoré Anthropique, eh bien vous allez en avoir
avoir encore plus des restrictions à l'exportation, ça prolifère, et donc on est dans un monde où le savoir ne circule plus librement. On investit dans la recherche-développement, mais il y a des problématiques de diffusion. Donc vraiment, pour moi, ce qui ressort aussi de ça, c'est que la solution, c'est l'Europe, sortir de la fragmentation des marchés financiers, vous l'avez dit avec le rapport de Grady, et puis la solution, c'est les bonnes coopérations avec le Sud. Quand on regarde les compétences en IA, elles sont concentrées en Inde, majoritairement, données au CDE, vous regardez. Les États-Unis viennent juste après, l'Allemagne après, la Chine, et la France est vraiment au niveau, malgré le fait qu'on soit très bon en recherche. Merci. Donc vraiment, attirer les talents, les retenir, les former, est aussi un élément de la souveraineté. Voilà, je m'arrête. Merci Helmut, merci à tous les intervenants et merci à tous ici et une bonne soirée.